de vous retrouver, c'est 9h50 le matin sur France 3 Paris, Île-de-France, quotidienne de 52 minutes qui s'attache à vous raconter comment nous pouvons tous mieux vivre ensemble par le biais d'initiatives individuelles, d'actions citoyennes et de personnalités hors du commun. Bref, c'est le rendez-vous des Franciliens inspirants dont font partie mes trois amis de tous les jours, Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem. Vous le savez, le vendredi, c'est le best-of, le tout meilleur de notre semaine et on a eu de très belles rencontres une fois encore. Celle avec Kalissa Wisha qui travaille à des maraudes Place de la République, une initiative qu'elle a mis en place toute seule. Elle fait partie de ces jeunesses engagées. Laurence Fischer, vous le savez, une immense karatéka, 3 fois médaillée mondiale, qui a arrêté sa carrière et qui désormais enseigne le karaté à des femmes violentées. Ça se passe à Saint-Denis. Claire Tournefier-Droual, qui elle a créé une association hyper vertueuse. Elle récolte les vieux jouets pour les nettoyer et pour les remettre à la vente. Une association dont vous pouvez profiter là pour faire vos cadeaux de Noël. Et puis Mourad Merzouki, c'est le patron du hip-hop, un immense chorégraphe qui joue justement à la Villette son tout nouveau spectacle et ça s'appelle Vertical. Voici pour notre sélection, sans oublier évidemment Raphaël et son aptitude pour le bricolage et pour le travail sur le bois à l'association Extramuros, sélection préparée par Tanguy Kermarek. C'est la semaine des solidarités sur France 3 et sur France Bleu. Et pour la fêter comme il se doit ce soir à 23h40, il est un documentaire à ne pas rater sur notre antenne. Ça s'appelle Jeunesse engagée, c'est au pluriel. Un film réalisé par Camille Clavel à travers 4 parcours, 4 initiatives, 4 personnalités. Vous verrez à quel point la jeunesse n'est pas juste là à se plaindre et à se tourner les pouces. Bien au contraire, elle se bouge et avec la main tendue. Parmi ces 4 personnalités, il y a vous. Soyez la bienvenue, Kalissa Wisha. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes Castelviroise, ce qui veut dire que vous venez de Viry-Châtillon dans l'Essonne et vous êtes l'incarnation même de ces jeunesses engagées. On va comprendre avec votre association et votre parcours aussi. Mais d'abord, est-ce que c'est une première récompense, une première fierté aussi d'être dans un documentaire qui met justement à l'honneur tous ces gens qui se bougent? Bien sûr, ça valorise aussi les jeunes les jeunes de banlieue et ça montre aussi l'exemple par rapport aux futurs jeunes qui vont s'engager sur leur propre projet. L'exemplarité, vous pensez que c'est important, justement, en montrant des images positives? Bien sûr, c'est très important, ça motive et personnellement aussi, ça me donne aussi de la force pour aussi accompagner et il y a une réelle confiance aussi entre nous, avec les personnes que je côtoie, etc. Alors, vous avez un grand passé de sportif de haut niveau, de boxe thaï. Et dans ce documentaire, on vous suit donc dans votre action, dans votre combat, dans votre quotidien. Vous travaillez à la MJC Aimé Césaire. Et vous avez créé il y a quelques années une association qui s'appelle Jeunesse Mobilise-toi pour venir en aide à ceux qui ont faim. Comment vous est venue l'idée? Je crois que c'est un peu avec l'exemple justement de votre grand-mère. C'est bien ça, c'est l'exemple de ma grand-mère qui m'a en fait, je voyais ma grand-mère. On voit votre sourire, voilà. Je suis contente. Non, mais j'ai eu un très bel exemple de ma grand-mère qui aidait beaucoup les personnes. Enfin, il y avait une personne, un voisin qui était qui avait besoin d'aide et la voyant donner du soutien, etc. C'est-à-dire qu'elle apportait tous les jours un repas à cette personne-là? Pas tous les jours non plus, mais souvent dès qu'elle le croisait. C'est vrai que quand je voyais le sourire de cette personne qui était en détresse, ça me faisait chaud au cœur et je me suis dit pourquoi pas le faire. En fait, c'était un rêve, une idée de ma part depuis que je suis petite et j'ai eu l'occasion. Je l'ai vite prise et j'ai monté mon projet Collectif Jeune où j'ai eu la chance aussi d'avoir des contacts dans ma ville, d'être connue par rapport à mon parcours sportif, ce qui m'a donné la facilité. Et c'est vrai que on m'a beaucoup aidé par rapport au parcours. Johanna Ferreira et Willy Michel qui m'ont beaucoup apporté. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aide parce que moi toute seule, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu pas mal de difficultés aussi, mais j'ai su les gravir et arriver à la finalité de mes objectifs. Alors du coup, vous organisez des maraudes. Dans le documentaire, on vous voit justement avec votre équipe, parce que vous ne faites pas ça toute seule, bien évidemment. On va vous retrouver plongé non loin de la place de la République. Sur le côté maraude, je me suis engagée à mobiliser les jeunes. Et on s'est engagés tous ensemble à monter le projet.
La solidarité, c'est une valeur extraordinaire. On était partis sur Paris, on était avec quatre personnes démunies et on parlait avec eux. C'est eux qui nous donnaient des conseils. C'est comme si, c'est encore mieux d'entendre une personne démunie qui t'apprend la vie. En fait, c'est au même stade que tes parents. Tes parents, ils te font la leçon, mais c'est répétitif. Et qu'une personne démunie qui te fait une leçon, ça rentre, mais ça sort plus de ta tête, hein. Ça reste. Alors, vous êtes lancé sans attendre les financements publics. Vous êtes allé vraiment, et au départ, ce sont les habitants de Viry-Châtillon qui vous ont aidé. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là, quand vous avez vu cette générosité? C'est bien ça. J'avais fait un appel aux dons via les réseaux et le bouche à oreille aussi. Et c'est vrai qu'en une semaine, j'ai récolté une bonne somme. Carrément, ça m'avait même fait peur aussi au niveau de la politique, sait-on jamais, par sécurité. Mais c'est vrai que j'ai été touchée par ces gestes-là des habitants. Et j'ai eu beaucoup de soutien, etc. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je m'y attendais vraiment pas. Je me suis donné une moyenne, mais je m'y attendais vraiment pas. Et justement, avec tous les dons que j'ai récoltés, ça m'a duré pendant presque 2 mois. D'accord, pour mettre en place vos maraudes, pour récolter. Pour continuer sur la maraude, préparer la nourriture, les vêtements. Sur tout ça, je faisais une maraude toutes les 2 semaines. Et franchement, ça m'a pris beaucoup j'en avais en plus, en fait. L'idée, c'est bien sûr d'apporter de la nourriture, mais c'est aussi d'apporter du lien, du réconfort et de la parole. C'est aussi important que les biens matériels, entre guillemets, que vous amenez aux démunis, aux fragiles que vous voyez. Bien sûr, oui, bien sûr. Déjà, nous, personnellement, dans notre parcours, c'est une expérience à faire. Et moi, c'est vrai que... C'est-à-dire que ça vous nourrit aussi, c'est ce que vous dites, vous aidez, mais ça vous aide aussi. Ça nous aide aussi, ouais. Ça nous touche personnellement. Et c'est vrai que le fait de discuter avec ces personnes-là, déjà, d'une part, ça leur fait énormément de bien, tout en sachant qu'en plus de ça, on est des jeunes de banlieue. Et c'est vrai que dès qu'on arrivait, ils ont pris l'habitude, et à chaque fois qu'ils nous voyaient, ils nous criaient oh, « on est là, on est là ». Sauf au début. Vous avez dit de façon un peu rigolote qu'au début, vous arriviez à 20 pour aller voir quelqu'un et que vous flippez un petit peu. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué parce qu'on arrivait avec un trop... forcément, l'organisation, c'était ma première expérience, je voyais mes erreurs. Donc, ils étaient choqués par toute la foule qui arrivait. Et c'est là où j'ai commencé à bien me rectifier par rapport à mes erreurs et tout. Mais c'est vrai que mes jeunes, mon but, justement, de les sensibiliser les jeunes de banlieue, c'était aussi le fait de discuter, d'avoir un dialogue avec ces personnes démunies pour qu'ils comprennent... C'est vrai que, comme je le dis dans le reportage, souvent on entendait, les parents, toujours, ils nous font la morale en soi, mais ça rentre, mais c'est toujours répétitif. Ça rentre et ça sort beaucoup. Et ça sort de temps en temps. Et de recevoir, en fait, des paroles propres et qui touchent par des personnes extérieures qu'on ne connaît pas et qui sont face à nous et dans la rue, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça rentre, mais ça ne sort plus de la tête. Pourquoi vous pensez que c'est important justement que ces jeunes s'engagent? Parce que là, on vous parlait des jeunes qui vous entourent dans l'équipe et il y a aussi dans le documentaire 3 autres jeunes, comme on dit, de banlieue qui s'engagent. C'est important. Pourquoi c'est important? Bien sûr, c'est important excusez-moi, parce que sur chaque projet qu'ils ont mené, comme Bakary, Boubacar et Abdellah, chacun a ses objectifs et ça apporte beaucoup déjà à la banlieue. Et c'est une sorte, on est considérés comme des éducateurs, puisque ça reste de l'éducation envers les jeunes, envers comme Boubacar, ce qu'il fait par rapport à la radio dans sa ville. C'est super important, parce que ça valorise toutes les personnes qui veulent, pas être connues non plus, mais ça valorise tout le travail fourni en amont, tout ce qui... Et c'est d'autres sujets, d'autres propos, d'autres façons de les aborder. Exactement, et ça enrichit la banlieue, le quartier d'où on vient. Alors, on va vous retrouver, vous le disiez, le rapport que vous avez avec ceux que vous aidez, il est hyper enrichissant et il est surtout hyper humain. Nouvel extrait du documentaire Jeunesse engagée à voir donc à 23h40 ce soir. Vous voulez de l'eau, monsieur? Non, il y en a dans le sac. C'est trop là. C'est trop. C'est le profiter pendant qu'on est là, monsieur. Quand on voit les gens comme ça, ça me donne envie de pleurer. C'est vrai? Oui, c'est bien. C'est normal. C'est les jeunes qui pensent. Oui, c'est ça qui fait bien. Oui, même un petit sourire, c'est bon. Oui, C'est bon. c'est vrai. Un sourire qui vient de l'intérieur. Pas un sourire... Non, non.
par certains qui sourient, mais... Sincère. Sincère. C'est tout. Exactement. Merci. Bon Merci courage. à vous. Ouais, monsieur. Passez une bonne soirée. Et un bon dimanche. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Salut. Au revoir. Salut, mon pote. Alors, on le rappelle, vous avez quand même un passé de sportif de haut, voire très haut niveau, et vous dites avoir appris la solidarité à travers votre sport. Ça vous a appris beaucoup aussi. Ça m'a beaucoup appris. J'ai eu un entraîneur qui m'a suivi pendant 11 ans. J'ai eu 11 ans de carrière avec lui, qui m'a fait devenir justement professionnel, dans le milieu professionnel, et il m'a transmis toutes ces valeurs, parce que il vient de la Birmanie. Et vous voyez, les personnes de pays asiatiques, ils ont une culture... Votre sport, on le rappelle, c'était la boxe thaï. Boxe thaï, exactement. Oui. Et c'est vrai que il m'a transmis énormément de valeurs où, voilà, en plus de ça, la boxe, c'est un sport individuel où, voilà, c'est une solidarité entre le groupe, c'est une confiance, c'est une réalité, en fait. Et il y a toute une préparation. C'est très, très dur, surtout pour une femme. Parce que c'est vrai que la femme, elle n'a pas totalement sa place dans quelques domaines. Et pour faire sa place, il faut se donner 2 fois plus, faut faire beaucoup plus d'efforts qu'un homme. Merci infiniment et bravo de votre action. Soyez la bienvenue, Laurence Fischer. On est ravis de vous recevoir. L'excellence au service de la transmission et à destination des plus fragiles. Je le disais, c'est un peu la baseline de votre vie, ça. Oui, effectivement. Ça pourrait résumer et votre carrière sportive et votre carrière aujourd'hui, enfin, en tout cas le chemin que vous entreprenez. Et c'est pourquoi on vous reçoit, on vous connaît beaucoup, on vous admire. Grande championne de karaté, triple championne du monde, 11 fois championne de France. Vous avez raccroché en 2006. Ça, c'est pour les éléments de CV, pour remettre tout le monde à la page. Mais ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on vous reçoit. C'est parce que vous mettez votre pratique et votre amour du karaté au service des plus démunis, et notamment tous les jeudis, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, dont on a déjà parlé dans cette émission, initiée par Rada Hatem, la gynécologue, entre autres. Comment vous est venue cette idée d'aller aider, en pratiquant le karaté, ces femmes qui ont connu des violences, des excisions, parfois de la violence physique, de la violence morale souvent? Oui, en fait, j'ai pas mal bourlingué, j'ai toujours eu cette appétence. Je suis une vraie activiste de l'éducation par le sport et j'ai démarré, en étant encore athlète, j'ai démarré en accompagnant les enfants un peu partout dans le monde et en France aussi. Et puis j'ai fait la rencontre des femmes afghanes avec l'association Play International dont je suis ambassadrice, et ça a été une révélation dans ma condition de femme et dans la représentation de ce qu'on est, et en l'occurrence en Afghanistan, le manque de liberté, d'expression, d'exister en tant qu'être humain, et là en l'occurrence en tant que femme. Et c'était donc en 2005. Et j'ai continué à avoir tout cet engagement, et ça a été la rencontre du docteur Mukwege, qui a eu hier d'ailleurs le prix Nobel à Oslo. Il a fait un discours juste à son image, extraordinaire et très engageant par rapport à son pays et à la paix tant attendue. Et donc en fait voilà, c'est né de la rencontre des survivantes qui l'opèrent, parce qu'il est aussi comme Rada gynécologue obstétricien, et ça a été décisif pour moi, la rencontre de ces femmes et de mon engagement, puisque 2 ans après la mise en place d'un programme spécifique, donc c'est du karaté accessible et adapté au traumatisme de ces femmes. Et au bout de 2 ans, les jeunes femmes, elles ont entre 15 et entre même 12 et 18 ans, m'ont dit je veux enseigner. Je veux transmettre. Là, on est dans le Kivu, on est on est en post-conflit. C'est un domaine c'est un endroit qui est extrêmement hostile, et encore plus pour les femmes victimes de viol. Et Fight for Dignity naît à ce moment-là. Et quand je suis arrivée en France, en expliquant le travail que je faisais là-bas, le fait aussi que sur des femmes qui sont vulnérables et qui sont traumatisées, on propose très rarement un accompagnement par le corps. Parce que c'est ça la clé. C'est-à-dire que le karaté, il a évidemment plusieurs aspects. Il y a la pratique sportive
sportifs de défense aussi, même si c'est vous, à votre niveau de sportif de haut niveau, c'est pas que pour la défense, mais ça peut servir à la défense, puis de réappropriation de son propre corps. Ce sont deux aspects hyper importants. Reprendre confiance. Ouais. Oui, reprendre confiance en soi et se réapproprier son corps. Après, la notion de défense, pour moi, elle est Secondaire. Même, elle elle n'existe pas. pas. Pour moi, la notion de défense, elle est très importante en prévention. Par exemple, voilà, une femme qui n'est pas victime et qui veut se prévenir d'une agression potentielle, c'est très bien. Mais là, dans le cadre du traumatisme, on va dire que ça peut représenter une symbolique pour la femme de se dire je donne des coups de poing et des coups de pied, mais ça peut se retourner contre elle. Donc il faut être extrêmement prudent. Comme si ça n'avait pas été le karaté, ça aurait pu être un autre sport. On l'espère. Pour reprendre confiance. Oui, c'est pour ça qu'on a lancé donc, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où effectivement tous les jeudis, j'assure la séance. On a lancé une recherche-action, on a fini la phase exploratoire et sur les prochains mois, on va attaquer le protocole sur la mesure de l'impact de la pratique du karaté sur ces femmes, et puis aussi mettre en place une méthodologie pour qu'on soit au plus près et le plus à l'écoute et le plus adapté à leurs besoins. Il ne faut pas oublier qu'elles sont en stress post-traumatique et que l'approche doit être très spécifique à la fois pour reconnecter leur corps et leur mental. Et grâce aux résultats de cette recherche, on va pouvoir faire de la formation de formatrices et pouvoir proposer cette pratique au plus grand nombre, à beaucoup plus de femmes sur le territoire français, mais aussi ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on répond malheureusement à un besoin et à une urgence de se dire que par le corps aussi, on peut arriver à faire accélérer leur travail de résilience. Et aussi, c'est très très important, on est en co-construction, on travaille en transversalité avec tous les experts, c'est la force de la Maison des Femmes, et c'est la force de la Maison d'Orcas. Je vois qu'il y a les images des jeunes femmes à Panzi, en RDC, c'est qu'en fait, on travaille... Démocratique, du coup. Oui, ouais. pardon. Non, mais oui, mais vous êtes dans votre... Ouais. Non, ça veut dire rez-de-chaussée aussi. Julie. Comment vous avez connu, vous, la Maison des Femmes de Saint-Denis ? C'est en fait une amie d'une amie qui est médecin, Léa, qui m'a dit, mais écoute, Laurence, elle venait de voir un documentaire sur parce que c'est vrai que la Maison des Femmes est arrivée en 2016, elle est sortie de terre en juillet 2016, c'est très récent, et elle a vu Rada témoigner, expliquer comment ça s'est fait. Et puis, elle connaissait déjà votre action, en fait. Voilà, et elle m'a dit, mais exactement. Et d'ailleurs, Léa Sigal, qui est dermatologue, et qui m'a dit, mais alors, il faut que tu la rencontres. Et puis, Rada m'a fait confiance et on est parti. Voilà, quand je lui ai proposé la recherche, quand l'activité, elle était très enthousiaste. Et c'est vrai que j'espère vraiment que la Maison des Femmes aujourd'hui a vraiment encore besoin de soutien, beaucoup. Et j'espère que l'extension pourra se faire, parce que maintenant ça devient trop petit pour le nombre de femmes qui viennent taper à la porte et demander de l'aide. Qui savent désormais que cet endroit existe, et donc forcément ça amène aussi des gens qui peut-être n'osaient pas parler ou n'osaient pas dire leurs blessures. C'est ça. Vous le dites très bien, le corps c'est la base, c'est la caisse de résonance de tout le reste. Le corps de ces femmes est devenu absent, à vous de le rattraper, de le réintégrer en elle-même par le biais du karaté. Oui. Le karaté, c'est une philosophie, des techniques, des valeurs. On a retrouvé une archive de 99 où le projet n'était pas du tout encore en cours pour vous, et pourtant, ça fait sens. Vous y parlez déjà de transmission, de rapport au corps, et même d'accoutumance, mais d'accoutumance positive. Et bon, je vous présente mes 2 objets fétiches, mon kimono, avec lesquels j'ai gagné, et ma vache, voilà, qui m'a accompagnée au Brésil. Je me sens tellement bien dans mon corps que pour moi, c'est une habitude aussi. C'est comme le fait d'être une fille, de pratiquer le karaté. On me dit, est-ce que ça vous fait quelque chose en tant que fille ? Je ne peux pas dire. Je me vois, quand je pratique, je me dis pas, je suis une fille qui pratique. Je suis une pratiquante, je suis dans le moule. Donc physiquement, je suis musclée, c'est sûr. Mais ça fait tellement d'années que je m'entraîne intensivement que je m'en rends même plus compte. Laurence est athlète de haut niveau. Elle a donc un contrat pour s'entraîner et n'enseigne qu'à mi-temps. Les enfants qu'elle initie ce jour-là ont à peu près l'âge de ses premiers pas dans un dojo. J'avais commencé à l'âge de 6 ans, ça ne m'avait absolument pas plu du tout. J'étais effrayée et comme mon père enseignait, par la suite, à 12 ans, j'ai repris. Depuis, je n'ai pas arrêté.
C'est ma drogue. Vous n'avez pas changé? À part non. de coupe de cheveux. À part l'accent aussi, qui est un peu resté à Marseille. Finalement, le karaté aurait sa place dans les écoles? Oui, tout à fait. Il est directement, ouais. Oui, ça l'est, pas beaucoup, mais le sport, de manière générale, n'a pas assez sa place à l'école. Il y a l'UNSS qui fait un travail, mais oui, tout à fait. Alors, on va dire que je ne serais pas objective, mais c'est évident, l'impact sur les jeunes. Reconnecter le corps et l'esprit. Oui. Et aujourd'hui, pour vous, le fait que la condition des femmes soit de plus en plus défendue, médiatisée, ça vous aide concrètement au quotidien dans votre combat, et notamment pour récolter des fonds? Non, alors on a effectivement ce grand problème qui est économique. De manière générale, d'abord qui est lié à la reconnaissance des violences faites aux femmes et de l'importance et de l'urgence aujourd'hui. L'impact sociétal des violences, le coût que ça représente, c'est énorme. Et les femmes ne sont pas accompagnées à juste mesure. Il suffit de voir la difficulté pour la Maison des Femmes encore aujourd'hui de joindre les deux bouts. Voilà, il y a des promesses qui ont été faites. On attend beaucoup qu'il y ait un engagement aussi. C'est-à-dire qu'on peut vous aider comment, très concrètement? On vous envoie des kimonos, on vous envoie des tapis? Non, mais oui, alors concret. Effectivement. Par rapport aux kimonos, on mène une magnifique opération où on transforme des kimonos. On fait ça avec Biloom, qui est une super société, jeune start-up, qui fait du recyclage de matières, et notamment des kimonos. On en fait des tote bags et des petites pochettes, et qu'on revend au profit de Fight. Donc, si vous avez des anciens kimonos, on fait une tournée en ce moment en Ile-de-France, dans les clubs de karaté pour récupérer les anciens kimonos. On va avoir l'occasion de fin janvier d'une grande compétition internationale à Coubertin. On va faire cette collecte et on les donne à Biloom, qui les transforme, et on les revend au profit des femmes, au profit de Fight. Mais ensuite, effectivement, on est sur Eloasso, on récolte les dons, on fait aussi... voilà, nous, en région, on est en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui va vous donner directement 2 kimonos, qu'elle en a, justement. Génial. C'est ça, 9h50 le matin. Vous voyez, on aime faire des petits comme ça, tendre la main. Et puis aussi, par rapport au modèle économique, alors j'ai été diplômée de l'ESSEC, donc j'ai une forte capacité de management. J'ai travaillé en entreprise et on a mis en place des workshops innovants, qu'on propose aux entreprises avec une super équipe pluridisciplinaire, où on propose justement une prise de conscience du corps, et on essaie un petit peu de sensibiliser, on parle d'inclusion sociale, de mixité, à travers des ateliers où le corps est au centre de notre... Vous voyez, on ne vous avait pas menti quand on a dit que Laurence Fischer était une femme d'exception pour tous ces combats-là, pour tout ce que vous faites pour les femmes, mais pas que. Un grand merci. C'est le cas de notre invité. On est ravis de vous accueillir, Mourad Merzouki. On va sortir du bois très tranquillement. Julie et moi, on est fans. Donc, ça va être une interview. Tout ce qu'il y a de plus smooth. Voilà. Vous êtes chorégraphe. À partir de demain, c'est Vertical qui investit la Villette pour jusqu'au 15 décembre. C'est votre nouvelle création mondiale. Vertical, parce que vous avez imaginé ce ballet en hauteur. C'est ça le point de départ, c'est vraiment une envie d'élargir en fait j'allais dire les diagonales, non, mais les espaces en fait. Oui, c'est ça, défier la gravité. C'était de proposer un agrès aux danseurs qui leur permettent finalement d'être à un autre endroit, donc celui de la verticalité, d'être sur la hauteur. C'est vrai que cet agrès, ce système de danse verticale propose des possibles pour le danseur. Ils sont parfois auto-manipulés, parfois ils
ils se complètent. Il y en a un qui porte l'autre et du coup, ça crée comme ça une impression totalement nouvelle, de légèreté. On a l'impression que le danseur vole. On utilise l'espace totalement autrement. Donc pour moi, ça a été passionnant parce que c'est vrai que en commençant avec le hip-hop, j'ai aimé cette idée de virtuosité, de vouloir à chaque fois se surpasser. Et là, avec cet agrès, effectivement, on gagne encore un peu plus, on va encore un peu plus haut et on surprend davantage. Moi, je me suis demandé si c'était pas aussi une réminiscence de votre enfance, des arts du cirque que vous avez appris en premier. Parce que les agrès ou la voltige, c'est pas le cas hein, dans Vertical, mais c'est ça fait partie du paysage circassien. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que j'ai toujours aimé le côté spectaculaire, on va dire, et ça, je le dois au cirque, à mes débuts. Et c'est vrai que à chaque fois que j'imagine une chorégraphie, à chaque fois que je travaille mes chorégraphies, j'essaie toujours de bousculer cette danse, le hip-hop, né dans la rue. Comment essayer de surprendre, comment essayer comme ça de créer des dialogues un petit peu inattendu, un petit peu nouveau pour me renouveler bien sûr et puis apporter au spectateur quelque chose de nouveau, d'innovant. D'innovant et puis surtout ce qui est très agréable, vous le dites, hein, vous n'aimez pas surintellectualiser vos chorégraphies et vos spectacles, contrairement à d'autres, ce qui fait qu'en fait tout le monde peut rentrer dans vos spectacles. Voilà, il n'y a pas besoin d'une connaissance, il y a juste besoin d'un cœur et d'un peu d'estomac pour vibrer à l'unisson ou pas. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que j'aime bien l'idée que la danse, que mes spectacles puissent toucher le plus grand nombre. J'ai mis les pieds dans un théâtre très tardivement. Je devais avoir, 17 ans. Donc du coup, c'est vrai que j'avais pas les codes au départ. C'était des lieux qui m'impressionnaient. Et donc aujourd'hui, au travers de mon travail, j'essaye en tout cas de proposer des spectacles qui sont des spectacles accessibles et puis qui puissent s'adresser au plus grand nombre. Alors justement, on va en voir quelques images pour vous donner envie. C'est à partir de demain et jusqu'au 15 décembre à la Villette Verticale. Vous avez commencé donc avec le hip-hop, vous le disiez, avec notamment en imitant, en reproduisant le HIP, HOP, ce que vous voyez dimanche. Et votre pari au début, c'était vraiment de mettre cette danse, de la sortir de la rue, de la mettre sur scène. Ça fait à peu près 30 ans. Aujourd'hui, rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans cette aventure? Parce que vous êtes aujourd'hui un grand chorégraphe reconnu mondialement et de hip-hop en plus. Alors c'est vrai que dans mes débuts, je me souviens que beaucoup pensaient que c'était plutôt un mouvement éphémère qui n'allait pas durer. On parlait de courant de mode. Donc c'était un vrai challenge artistique et puis un challenge sociétal. J'étais pas dans le conservatoire, j'ai appris à danser avec les copains dans la rue et on avait un rêve effectivement, celui de monter sur scène, celui de partager ce qui nous animait à cette époque-là au public et montrer que finalement on avait des choses à dire et à partager. Voilà, donc c'était le défi du départ et ce rêve un jour de danser dans un théâtre face à un public qui vient voir notre énergie et puis ce qu'on avait envie de raconter avec les copains. Voilà, donc c'était il y a 30 ans et je suis extrêmement évidemment heureux aujourd'hui de voir comment le hip-hop est reconnu par les institutions, par le plus grand nombre, de voir que c'est une danse qui peut toucher vraiment toutes les générations et puis de voir aussi qu'il y a énormément d'artistes qui viennent du hip-hop, qui viennent des quartiers, qui ont vraiment beaucoup de talent et ça c'est un grand bonheur de voir que le hip-hop aujourd'hui s'inscrit véritablement dans le paysage chorégraphique. Alors toutes les générations, pour ne rien vous cacher, l'année dernière, moi j'ai offert des places de Pixel que vous avez chorégraphiées à ma maman, qui en était mais ravie avec son mari qui n'aime pas du tout la danse, qui en était encore plus ravie, donc la preuve c'est que ça marche. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est que parfois on se dit c'est pas pour moi.
En fait, on a un peu ce réflexe-là au départ. Un peu comme peut-être la danse au départ pour vous, dans les HLM, de se dire, oh là là, la chorégraphie ou une scène, c'est pas pour moi, ça sera jamais pour moi. Oui, c'est très juste. C'est un peu le problème de notre société. Par moments, on met un petit peu des cases trop hâtivement, où on a l'impression que c'est pas pour nous, que ça va pas nous parler. On a comme ça des idées un peu préconçues. C'est effectivement, ça a été mon cas au départ. La chorégraphie, la danse, c'était pas mon univers, c'était pas du tout mon monde. Et puis petit à petit, quand on commence un petit peu à être curieux, à s'ouvrir, à aller vers l'autre, on se rend compte qu'il y a voilà, des choses possibles, un dialogue possible. Il est possible de se rencontrer, d'échanger. Et c'est vrai que pour le hip-hop, encore aujourd'hui, pour beaucoup, on pense aux petits jeunes qui tournent sur la tête, alors que quand on va voir, on se rend compte qu'effectivement, il y a une proposition artistique, ou en tout cas, il y a une réflexion sur la proposition. Il y a beaucoup d'écoles de hip-hop aujourd'hui pour les gamins. Il y a de plus en plus effectivement d'écoles. Mais pas de diplôme. À un moment, vous vouliez peut-être... Ça, c'est le sujet. Alors, c'est vrai que moi, j'étais favorable, en tous les cas, pour qu'on continue à soutenir cette évolution de cette danse. Beaucoup encore, malheureusement, travaillent dans des conditions un peu archaïques. Je dis souvent, voilà, il y a des artistes, des chorégraphes qui demandent à être soutenus, à être aidés. Il y a des danseurs qu'il faut qu'on continue à accompagner dans des bonnes conditions. Voilà, donc ma position, elle était à cet endroit-là, en disant il faut qu'on accompagne davantage et qu'on donne des moyens à cette danse qui ne fait qu'évoluer et nous surprendre. Et vous en êtes l'un des fers de lance et vous n'arrêtez pas d'essayer de transmettre. Vous avez aussi un studio exclusivement consacré au hip-hop en banlieue à Saint-Priest ou pas? À Bron. À Bron, à côté de Lyon, puisque vous êtes lyonnais, vous êtes deux lyonnais, la côte à côte. Mourad Merzouki, vous avez inspiré Nicolas Deuil qui avait envie de vous poser la question. Et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, puisque c'était il y a 30 ans, alors faisons un petit flashback. Si c'était à refaire, vous auriez préféré naître à New York plutôt qu'à Lyon, justement? Non, je suis extrêmement heureux d'être né à Lyon, parce qu'effectivement, j'ai rencontré de belles personnes à Lyon. Je pense notamment, pour ne citer que lui, Guy Darmet, qui dirigeait la Maison de la Danse de Lyon, qui dirigeait la Biennale. Mais non, mais parce que toute l'histoire, Lyon et la danse, c'est une vraie histoire. Il y a cette Maison de la Danse qui met en avant des tas d'artistes et qui permet justement à de jeunes talents d'éclore et au public et aux Lyonnais d'aller justement de faire tomber les barrières et de proposer une diversité. Moi, je te taquine, c'est bien que tu grimpes au rideau, j'adore. Si c'était à refaire, au lieu de regarder HIP à la télé dans les années 90, vous auriez regardé Véronique et Davina et donc fait de la gym tonique. Non, j'ai été heureux de rencontrer cette émission à HIP. C'est joli parce que vous essayez de répondre sérieux, ça a pris complètement débile. Vous pouvez dire trop mignon. Non, en fait, je voudrais juste profiter de cette question pour saluer Sydney, qui est une personne incroyable, qui aujourd'hui continue à œuvrer pour le hip-hop, et j'ai été extrêmement ravi de le rencontrer récemment en chair et en os, et il est égal à lui-même 30 ans. Il faisait donc l'émission HIP dans les années 90, et c'est le premier à avoir mis pour le grand public justement le hip-hop qui nous venait des États-Unis. C'est un marqueur important pour... Ah oui, tout à fait. Je dis souvent, c'était notre maître de ballet, c'était celui qui nous transmettait la danse derrière l'écran, et il faisait ça tellement bien, avec beaucoup de générosité, et vraiment, je tiens à le saluer ce matin. Il y en a un autre. Si c'était à refaire, est-ce que comme Kamel Wally, vous auriez pu bosser sur la Starac? Et faire des chorégraphies? Non, mais si à ce moment-là, ça s'était présenté. Alors effectivement, je pense que j'aurais pu accepter. J'aime bien m'aventurer dans des espaces que je ne connais pas, parce qu'on fait toujours des belles rencontres. C'est vrai qu'on peut avoir une image ou une idée un peu arrêtée, ou des a priori. Puis finalement, quand on essaye, on se rend compte que, après, tout n'est pas à garder peut-être, mais enfin, en tout cas, on fait de belles rencontres qui nous permettent de continuer à grandir. Alors, vous aimez le mélange de force et de grâce naturelle. Si c'était à refaire, pourquoi ne pas avoir fait danser dans ce spectacle Valérie Amarou, qui a de très, très jolies bases de danse? Et ça, on ne le répète pas assez. Ok. Next. C'est quoi les qualités? Une autre question intéressante, c'est quoi les qualités, si tu en as. les qualités premières de vos danseurs? C'est l'esprit d'ouverture, la volonté de prendre des risques et de sortir du sentier battu. Voilà, j'aime bien les danseurs qui n'hésitent pas comme ça à s'aventurer dans des espaces totalement inconnus. Et si c'était à refaire, vous auriez fait plutôt un spectacle horizontal?
Ça sera peut-être le Ça sera peut-être le prochain. Vous y pensez? Non, mais ça pourrait être Alors là, les autres pistes après celui. Ouais. Alors je sors d'une année assez intense. J'ai fait 3 créations, une avec mon copilote, je dis comme ça, Kaderatou, qui dirige le CCN de La Rochelle, avec qui j'ai commencé. D'ailleurs, on a fait une pièce avec de jeunes danseurs marocains dans ces casas. Et puis j'ai fait une autre pièce pour 26 artistes au plateau autour de la musique baroque. C'était pour l'ouverture des Nuits de Fourvière. Et là aussi, c'était un vrai défi. Il y a une chanteuse lyrique au plateau. Il y a des danseurs de hip-hop, danseurs classiques, danseurs soufis. Enfin, c'était un vrai mélange au plateau. Et donc, ça a été un grand défi pour moi, ouvrir ce festival à Fourvière. Donc là, c'est repos, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Vous allez breaker un peu histoire de repenser diagonale. Avec Vertical. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je laisse un petit peu retomber. Et puis surtout, c'est ça l'actualité. On vous encourage vraiment à aller voir Vertical à la Villette. C'est à partir de demain jusqu'au 15 décembre. Soyez la bienvenue, Claire Tournefier-Droual. Vous êtes la créatrice de l'association Rejouer, association entreprise qui emploie désormais 46 salariés et après 6 ans d'existence. Pour résumer, je dirais une sorte de Toy Story, grandeur nature, made in Île-de-France, mieux que Pixar. En gros, vous offrez une deuxième vie à des jouets en les récupérant, en les nettoyant, en les remettant en vente. Comment vous est venue l'idée, tout simplement ? Alors, j'étais bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement. Ils en recevaient énormément. Et c'était terrible parce que les bénévoles n'étaient pas suffisamment en nombre pour les traiter, pour les nettoyer, les réassembler et pour pouvoir les offrir aux enfants à Noël. Et je me suis dit, là, il y a quand même un gros souci. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de jouets. Il y a des enfants qui n'ont pas de jouets à Noël. Et il y a toute cette ce gâchis. Et puis j'ai eu un petit garçon aussi, et ça m'a sauté à la figure en fait cette consommation énorme qui est générée parce qu'on a envie de faire plaisir à son enfant, on a envie et puis ça dure un temps très court, l'enfant grandit et puis on ne sait pas quoi faire de ces jouets in fine. Donc il y a vraiment un besoin de les réutiliser au maximum. Alors, oui. Ils viennent d'où ces jouets? C'est que des dons, hein, on est d'accord? Il n'y a pas de... C'est tout à fait, c'est que des dons. C'est des dons qui sont faits par les citoyens, dans les entreprises, chez les distributeurs, dans les écoles, dans certaines associations aussi caritatives qui les redonnent. Et si nous, particuliers, on veut donner les jouets de nos enfants, on peut vous les amener directement? Tout à fait. Vous pouvez les amener dans l'atelier à Vitry-sur-Seine, mais vous pouvez les amener également dans les boutiques. On a 2 boutiques en région Île-de-France, une à Paris, une à Ivry-sur-Seine. Et puis, vous pouvez les donner. Là, en ce moment, il y a une grosse collecte chez un distributeur. Alors, la bonne idée, c'est qu'en plus d'avoir ces jouets qui ont donc une deuxième vie, et pourquoi pas une troisième, et une quatrième, et une cinquième, on ne sait pas, c'est que vous proposez des boutiques, c'est-à-dire c'est pas juste un bric-à-brac. Justement, vous le formalisez dans des boutiques avec le sens de la décoration. On a l'impression aussi d'aller comme dans une boutique classique. Ça fait partie des points importants aussi, de ne pas offrir un service un peu au rabais. Tout à fait. Notre objectif, c'était vraiment de sortir le jouet de son caractère d'occasion tel qu'on peut le retrouver sur les brocantes ou les bric-à-brac, comme vous le disiez. Donc, on a conçu une chaîne de production qui est une chaîne de production de qualité, qui est réalisée par des personnes, majoritairement des femmes, qu'on accompagne dans un parcours d'insertion. Et donc là, le travail est très, très qualitatif à porter sur les jouets. D'abord, on les trie selon un marquage CE avec des normes de sécurité. Ensuite, on va vraiment le vérifier, voir qu'il n'est pas cassé, qu'il n'a pas d'aspérité. Et qu'il est toujours bon pour les enfants, parce que c'est quand même une inquiétude de parents, forcément. Tout à fait. Et on va tout nettoyer, c'est-à-dire chaque jouet est nettoyé, soit mécaniquement dans des machines à laver la vaisselle ou le linge, soit à la main avec des produits écologique, du bicarbonate de soude, du vinaigre, de l'eau, mais une formule magique qui permet de leur redonner un nouvel éclat et qui les rend propres et comme neufs. Donc, et on a une attention particulière à la présentation de notre boutique, c'est-à-dire qu'on veut une boutique qui s'apparente à une boutique, une boutique classique. Avec des étiquettes, parce que là, vous avez sur celui-là, sur le petit... dragon. C'est un dragon? Oui.
Là, Vous vous avez recyclez aussi les Oui. étiquettes. Il y a une carte de Pichonnerie. Ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est Trivial Poursuite. Trivial Poursuite. Oui, on utilise en fait Ne disputez pas les enfants. on utilise les supports pour faire des étiquettes, apposer notre logo et apposer le prix. On utilise des anciennes cartes de jeu. On ne peut pas Tout est réutiliser. recyclé. Voilà, un maximum. On évite un maximum d'emballage, mais on fait des petites choses comme ça pour. Toujours être dans Ouais. l'esprit du upcycling. Justement, la démarche écolo, elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous récupérez des jouets qui n'ont plus d'emballage et vous ne mettez pas d'emballage vous-même. C'est-à-dire que pour certaines choses qu'on peut acheter chez vous, on peut acheter par exemple des briques qui s'empilent, voilà. C'est au kilo. Il faut venir avec son sac comme quand on achète ses graines dans un magasin bio, quoi. Tout à fait, il faut avoir son petit contenant où nous on récupère des sacs et on les offre aux clients qui viennent, mais c'est des sacs réutilisés. Effectivement, il y a du vrac, on peut acheter des billes en vrac, on peut acheter des rails de train complémentaires à un circuit déjà existant, on peut acheter des personnages, des petites figurines. En plus, on n'est pas obligé d'acheter le jouet complet tel qu'il se présente dans le commerce. Mais juste ce dont on a besoin, en tout cas ce dont l'enfant a besoin. Pour vous donner une fourchette de prix, 50 centimes la tenue de Barbie ou de poupée Corolle, quand on sait ce que ça vaut, vraiment c'est une belle affaire. Entre 6 et 10 euros, en gros, le jeu de société. 10 euros le kilo, en gros, pour les briques à acheter. Là aussi, vous faites des bonnes affaires. Et qui sait, des trouvailles vintage d'antan, parce qu'il peut y avoir aussi un plaisir de collectionneur, un peu comme ce qu'on va retrouver dans cette archive. On s'est penché sur la vie des jouets il y a quelques années, même quelques grandes années. C'est Anne Beaugrand qui l'a déniché. Choisir selon nos goûts et surtout ceux de nos enfants entre la panoplie de pompiers et l'établi du petit menuisier, entre le nécessaire du parfait reporter d'actualité et la voiture miniature. Mais attention aux conséquences. Attention au désir de réalisme de l'ébéniste. Le pompier lui aussi réserve bien des surprises. Quant à ce pastiche de mode d'actualité, nous nous abstiendrons de le commenter. Les revolvers, eux, partent tout seuls, et grand-père est cardiaque. Il est vrai que l'on peut toujours choisir un train électrique, seul moyen d'assurer à tous une saine distraction. À vous, Cognac, j'ai. Oui, c'est exactement ça. Mais vous parliez des rails complémentaires pour faire son train. Vous voyez, finalement, peut-être que celui-ci du reportage est chez vous. On ne sait pas. Peut-être, oui. Il y a une barrière psychologique pour les parents à acheter de la seconde main pour les enfants. Une vraie barrière. Moi, je me souviens très bien avoir acheté un avion de Barbie pour une petite nièce qui était d'époque. Et je sais que les parents l'ont un peu mal pris, comme si j'avais... Mais c'était il y a quelques années. Comment est-ce qu'on fait passer justement le message? Comment on change les mentalités? Alors nous, on explique comment ils sont nettoyés, comment ils sont revalorisés. Et ensuite, je pense que c'est vraiment une question d'époque. Ça va venir parce qu'on sort le produit de l'occasion pure et dure. Et que plus il va être attractif et beau, plus la personne ne pourra pas dire « Oh bah non, je n'en veux pas ». Pour offrir des cadeaux, c'est vrai que c'est encore compliqué si on n'est pas dans cette démarche-là. Pour des enfants, ça moi, ce que je trouve super, c'est qu'en tant que parent, quand on donne des jouets, moi j'ai plein de jouets, c'est qu'on sait que les jouets ne vont pas terminer à la poubelle, ils vont avoir une autre vie avec d'autres enfants. Ça aussi, en tant que donateur, ça doit aussi pousser les gens à donner facilement. Tout à fait. En fait, il y a toujours une histoire qui est liée. C'est des objets à fort symbole, qui sont affectifs. Donc, il y a toujours une histoire. Ah, c'était le jouet que m'a offert ma grand-mère. Et donc, c'est vrai que l'histoire du jouet, quand on vient acheter des jouets chez nous, c'est une transmission. C'est une question de... On a envie de transmettre son jouet. Il y a des grand-mères qui viennent chercher des jeux de société auxquels jouer avec leurs enfants pour rejouer avec leurs petits-enfants. Il y a des adultes qui ont des jeunes enfants qui viennent chercher les jouets de leur enfance. Donc il y a une sorte de transmission. Qui vient justement dans vos boutiques? Est-ce que ce sont ceux qui ont un vrai sens du vertueux, de l'écologie, ceux qui ont pas les moyens d'acheter, on va dire, le prix neuf d'un jeu de société qui est aux alentours de 30 ou 40 euros et qui ont
besoin de venir chez vous pour pouvoir faire un vrai caddie de Noël. Qui sont les personnes? Il y a tout type de clients. Nous, on les appelle les clients adhérents parce qu'on leur explique notre démarche sociale et environnementale à travers une adhésion modique. Mais il y a tout type de clients. Il y a effectivement des familles qui ont un pouvoir d'achat limité. Il y a des personnes qui ont une conscience de l'écologie et qui ont envie de consommer de la seconde main plutôt que du neuf. Et puis il y a des gens qui se laissent séduire parce que ils regardent le produit, ils se disent ah bah oui, c'est comme le neuf. C'est génial en fait. C'est super, donc pourquoi pas y aller? C'est rassurant. Je teste et puis ça fonctionne. L'an passé, en 2017, vous avez été lauréate du concours La France s'engage, initié par François Hollande, avec à la clé un chèque de 250 000 €. Bravo, déjà, parce que vous étiez nombreux sur la ligne de départ. La suite, ça va être quoi pour vous? J'ai vu que vous aviez peut-être des projets de système de location de jouets ou même de construction de jouets avec d'anciens jouets, un peu comme ce qu'on fait à la menuiserie solidaire Extramuros dans laquelle nous sommes. Alors, en fait, le projet, c'est d'essaimer le modèle de notre association et d'abord de fédérer les associations qui existent en France. Il y a 9 associations sur le même modèle que Rejouer qui existent en France, donc se fédérer en réseau pour partager des bonnes pratiques, se faire connaître, permettre à la fois de donner sur les territoires en région et puis de consommer aussi localement. C'est aussi de réfléchir à un autre marché que celui des particuliers. On y travaille déjà puisqu'il y a des marchés publics qui se sont ouverts sur le jouet d'occasion pour des crèches, des ludothèques, des centres de loisirs. Donc c'est de l'achat collectif et donc à mutualiser avec d'autres structures sur les territoires et créer des rejouets ou d'autres associations dans des territoires où il n'en existe pas. Dans le Nord, à Lyon. Voilà, on n'a qu'un truc à dire, c'est que c'est top. Bravo. Bravo Claire. Où est-ce qu'on peut aller pour acheter? Donnez-nous les 2 adresses, 3 adresses. À Paris, c'est 140 rue du Château dans le 14e arrondissement et quai d'Ivry, centre commercial quai d'Ivry à Ivry. Ah ben voilà, comme ça on a donné les infos pratiques. Bravo à vous et merci beaucoup Madame la Mère Noël de notre plateau. Dans un instant, on vous donnera l'idée d'un cadeau un peu plus pour les grands cette fois-ci, c'est d'aller au Théâtre de l'Œuvre voir Miss Nina Simone, la diva qui est à l'honneur donc d'une pièce qui se joue jusqu'au 6 janvier prochain. Nina Simone qui avait son cœur un petit peu français, elle est décédée sur notre territoire et elle a passé notamment 3 ans à Paris où elle a beaucoup joué. Mais c'est sa fin de vie qui est racontée et surtout incarnée avec beaucoup de grâce et beaucoup de talent par Gina Djemba qui va nous rejoindre dans un instant. On parlait de transformer peut-être des jouets anciens en nouveaux jouets, en tout cas l'upcycling qui est à la mode, c'est ce que vous faites Raphaël. Visiblement vous avez déjà construit votre propre escalier et de ça on vous félicite. Il est magnifique ou pas hein? Bah oui, bah nous on travaille vite. Hein. Non, je me dirige ici vers la cave qui est l'espace de stockage de l'activité Méni Libre. Vous allez savoir dans quelques instants ce que c'est Méni Libre, mais on pourrait par exemple construire des choses pour les jouets de Claire qui était sur le plateau il y a quelques instants. Pascal, qu'est-ce que c'est Méni Libre? Méni Libre, c'est notre activité de mixité sociale. On ouvre l'atelier et on propose à qui veut, à n'importe quel niveau de menuiserie, on s'en fiche, ou même aucun niveau, à venir faire des projets pour eux-mêmes. Ça c'est pour moi, hein, parce que moi je suis en galère, je vous le dis tout de suite. Hein. Et ben voilà, si t'as besoin d'une table basse, si t'as besoin d'une étagère, si t'as besoin de faire ce que tu veux, allez, tout ce qui te passe par la tête, on va dire. Mais en bois. En bois, effectivement, en bois. Eh ben, tu viens à Méni Libre, c'est tous les mercredis à partir de 17h. C'est le samedi aussi, même maintenant le lundi, parce que ça marche très bien. Et en gros, les gens, ils viennent ici, ils prennent une adhésion annuelle. Les gens du coin, les gens du quartier? Alors, principalement les gens du quartier. Ouais. Mais moi, je vais à Montreuil, je peux venir m'inscrire quand même. Exactement, il y a des Montreuillois qui sont là. Il y a même des gens qui viennent de Nanterre maintenant. Tellement c'est l'autre côté quand même. Hein. Ouais, tellement ça fonctionne. Donc là, on bricole. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Qu'est-ce qu'on pu faire les gens? Bah tiens, ça. Ça, c'est une petite échelle qui est faite par Gilbert et qui lui permet en gros d'accéder à sa mezzanine. Donc, elle est faite on dirait du bois de terrasse, c'est ça? C'est exactement ça, c'est du bois de terrasse, ouais. Et donc parce qu'évidemment les gens ici ils viennent, ils sont pas obligés de prendre leur bois, ok. Et ils prennent dans le stock, donc ça nous permet vraiment de faire du réemploi, donc une valeur positive au recyclage. Là par exemple, là je vois qu'il y a une chaise qui est là, qui a été
été construite sûrement par quelqu'un de bien. Ça, qu'est-ce que c'est, une petite étagère? C'est stylé ça, hein? Et ouais, alors ça c'est une petite étagère, en gros pour un petit présentoir quoi, pour mettre des, je sais pas, des bibelots ou peut-être même des épices. Voilà, je pense que ça va, un petit meuble à épices. Donc fait entièrement à la main pour le coup, parce que le bénévole qui le fait là, lui, c'est un ébéniste qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc parce qu'on a aussi quelques migrants qui viennent travailler ici. Est-ce qu'on peut leur amener du bois, Rafale? Bah bien sûr que tu peux ramener du bois. Valérie, elle dit si elle a du trop de bois, elle a fait des travaux chez elle, elle est en train de se faire un château, Valérie Marou, en bois. En bois. Donc, du coup, en allumettes. on ramener le surplus, c'est possible ou pas? Mais carrément. Avec plaisir. Tu sais, c'est que de on la peut prendre rendez-vous c'est que des bois qui étaient destinés à la poubelle. Hein. Faut nous appeler avant, c'est tout quoi. Tu nous appelles avant. Oui, et tu appelles directement Pascal avant, qui est quelqu'un de très ouvert. Donc tu peux l'appeler directement pour venir déposer le bois. C'est ça. Exactement. Très bien. Voilà, elle veut un rendez-vous personnel. Très bien. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est Léopold qui l'a fait. Léo et Paul, parce qu'ils sont deux a priori. Donc ça, c'est un porte-guitare. Un porte-guitare. Non mais on peut construire des trucs super originaux. Surface du haut, et puis ça, c'est des trucs qui vont être sur les côtés. Donc voilà, les gens ici, ils se lâchent, ils font plein de trucs. C'est assez intéressant. L'idée vraiment, c'est d'avoir plusieurs entrées sur cette activité. Il y a des gens qui viennent pour découvrir de la menuiserie. Il y a des gens qui viennent pour s'équiper parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des meubles. Ils viennent se les faire ici. Puis il y en a qui viennent pour rendre en fait une action militante autour de l'écologie, à savoir aider à faire en sorte que le bois qui est ici ne parte pas à la benne et soit récupéré et réemployé. Il y a toujours une bonne raison donc de venir à Extramuros. On vous en donne encore une d'ici la fin de l'émission. À tout de suite. Merci. Voilà donc pour le tout meilleur de cette nouvelle semaine. On approche de Noël bientôt et du coup c'est bien aussi de savoir qu'on peut participer et organiser Noël en étant un peu solidaire et en étant un peu malin pour les autres, quoi. Et en plus, c'est chouette d'en parler ici sur notre antenne, parce qu'il y a plein de gens en Ile-de-France qui font des choses bien et qu'on est content de mettre en avant. Exactement. On va peut-être ramasser. Eh ben, peut-être ramasser aussi ce week-end. Parmi les activités de la semaine, si vous nous avez été fidèles, et j'en suis sûre, Rafale Yem, vous êtes parti nous parler de la culture basket et ça va être aussi l'objet de tout votre week-end. Si on a envie de vous voir, c'est à Pantin, au magasin Généraux, que ça va se passer. Totalement. Lundi, vous avez fait la connaissance d'Anna de l'association Son of Sneaker. Elle organise une grande conférence, une journée culturelle autour de cette culture, la culture sneaker, les baskets, les tennis, les chaussures de sport. On en parlera ce samedi au magasin Généraux. C'est ouvert à tous, entrée libre à partir de 15h. Et d'ailleurs, j'y emmènerai peut-être mon stagiaire Quentin. Vous savez, vous le connaissez pas, Quentin. Viens par ici, Quentin. Choix. C'est son dernier jour aujourd'hui. Il est avec nous depuis le mois de septembre. Salut et Quentin. Voilà, Quentin. Il est grand Quentin hein, pour un petit stagiaire. Il est grand. Oui, bah vous habituez pas à lui parce qu'il s'en va. Salut. Bah oui. Merci beaucoup Raphaël et on vous retrouve ce week-end avec grand plaisir et puis bien sûr lundi en direct pour une toute nouvelle semaine de 9h50 le matin. Vos programmes respectifs. Moi je joue au Père Noël moi je joue au Père Noël ce week-end. Il faut s'y coller. Et moi je voudrais trouver un petit sapin pour la déco quand même la semaine prochaine. Très bien. Et puis moi si vous voulez en tout cas voilà un petit conseil du week-end, conseil culturel, c'est d'aller voir Eddie Izzard. C'est un ancien Monty Python, donc le groupe mythique d'humour anglais totalement burlesque qui se produit à Paris en ce moment. C'est à la nouvelle scène Quai de Montebello dans le 4e arrondissement. Si vous aimez ce type d'humour-là, précipitez-vous parce que ces apparitions en France sont rares et c'est l'occasion. On va vous embrasser, vous donner rendez-vous dès lundi en direct 9h50 et vous souhaitez passer un très bon week-end et puis nous on va tenter d'apprendre à mieux parler le français. Salut. Allez, va vroom.